heureuse de vous retrouver dans ce tout nouveau numéro de votre magazine Une vie, une histoire sur groupe AFI Télévision. Je suis Afi Kreti pour vous le présenter. Alors aujourd'hui, je reçois une femme exceptionnelle, une femme à plusieurs casquettes. C'est vrai que je vais la laisser l'opportunité de se présenter elle-même pour ne pas essayer d'oublier peut-être une qualité d'elle. Il s'agit de Madame Ketia Olangi, qui est notre invitée du jour. Bonjour Madame Olangi. Bonjour Madame Afi. Sentez-vous à l'aise? Oui, ça va. Vous allez bien? Oui, ça va très bien, merci. Bienvenue dans cette émission Une vie, une histoire. Merci beaucoup. Qui est Ketia Olangi? Ketia Olangi, c'est une Congolaise. J'aime bien mon pays. Okay. Une Congolaise. Je suis née à Lubumbashi, d'une famille de 7 enfants. Je suis la fille du couple Olangi. J'ai fait mes études maternelles jusqu'en secondaire, toujours ici en République démocratique du Congo. Et mes études universitaires, je les ai faites en Afrique du Sud. Et je suis servante de Dieu. Je suis présidente de la fondation NEMA, qui est une fondation qui promouvoit l'entrepreneuriat féminin. Je suis chargée des missions au sein de la fondation Olangi Wosho. Je suis philanthrope, conférencière et une activiste, et aussi une femme politique et entrepreneur. Une femme avec plusieurs casquettes. Comment vous faites pour gérer tout cela? C'est facile? Non, c'est pas facile, maman a fille, mais je pense que Dieu a donné la capacité à la femme de porter toutes ces casquettes-là. La femme a la capacité d'être une mère, d'être une femme au foyer, d'être une femme qui travaille, d'être une femme entrepreneur. En tout cas, je ne sais pas comment ça se passe, mais nous avons cette force-là de le faire. Je pense que ça vient du Saint-Esprit de Dieu. Voilà, c'est une grâce, ouais. Alors, comme on est là, c'est une émission qui parle de votre parcours. Parce que c'est important, les gens pensent que la réussite est en fait des hasards ou on réussit un jour au lendemain. Pourtant, la réussite, c'est tout un parcours. Alors, on aimerait savoir le parcours de Madame Olangi. Une petite histoire de votre enfance. Comment ça se passait? Par la grâce de Dieu, je suis née d'une famille de 7 enfants, comme je l'ai dit, du couple Olangi. Je suis née à Lubumbashi parce que mon père avait eu la grâce d'avoir une bourse de l'État zaïrois en ce temps-là. Il a fait ses études universitaires en Belgique et juste après, après ses études, il a directement été engagé par la GECAMINE. Et c'est comme ça quand il s'est installé à Lubumbashi avec sa femme et les 3 enfants qu'il avait eu en Belgique. À Lubumbashi, il a eu ma grande sœur, ils ont eu ma grande sœur et ensuite ils m'ont eu. En tout cas, je suis née en tant que fille d'un cadre de la GECAMINE. Et ensuite, il a été engagé à la SNEL. C'est comme ça que nous sommes venus à Kinshasa. Et ils ont eu AXA, qui est ma petite sœur qui chante, et ma sœur cadette Eunice. Ce que je veux dire, ce n'est pas parce qu'on manquait, ce n'est pas parce qu'on était pauvre que mes parents ont décidé de créer une église. Quand ma mère a eu la vision sur le combat spirituel, mon père était cadre à la SNEL. Et le problème qui a fait en sorte que ma mère puisse chercher Dieu, c'est parce qu'ils avaient des problèmes dans leur foyer, dans leur couple. Et ils étaient vraiment au bord du divorce. C'est comme ça que ma mère a cherché Dieu et Dieu a restauré leur foyer. Et en restaurant leur foyer, Dieu a donné une vision à ma mère en lui disant que beaucoup de femmes passent par des situations comme toi. Je donne un message sur le combat spirituel pour que beaucoup de femmes comprennent leur identité spirituelle, afin de sauver leur foyer, de sauver la famille qui est la base de celui de l'humanité. Voilà. Et en fait, je suis née dans cet environnement-là. Quand le combat spirituel est né, je peux dire dans cette famille chrétienne, mon père était d'abord à la SNEL et puis ensuite il a démissionné pour accompagner, aider ma mère à la mission qu'elle avait reçue de Dieu. Donc, on est dans cet environnement-là, des enfants, des serviteurs de Dieu, la prière, tout et tout. Pour moi, je peux dire que c'est Dieu qui a voulu que je passe par là. Pourquoi? Pour être ce que je suis aujourd'hui, donc avoir cette base chrétienne-là. Parce que s'il n'y avait pas cette base chrétienne-là, par rapport à toutes les épreuves que j'ai vécues dans ma vie, je n'allais pas tenir sans l'appui de Christ. Donc, je peux dire que c'est Jésus-Christ qui est la base qu'on m'avait donnée, de comprendre que même si les parents ne sont pas là, même si tu n'as personne, tu as Jésus-Christ. Donc, c'est resté comme une base pour moi et c'est ça qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Alors, quel est le meilleur souvenir que vous gardez de votre enfance? Le meilleur souvenir, c'est en fait ce truc, comment je peux expliquer ça? C'est cette communauté-là fraternelle de prière.
C'est-à-dire, maman, c'est vrai qu'elle nous donnait tout ce qu'on voulait, surtout quand on était petite, en voyageant, d'aller en vacances, tout et tout. Mais la chose la plus importante qu'elle a voulu nous inculquer, c'est cette base chrétienne-là. Donc, maman, en tout cas, de ce côté, elle a été très sévère. Elle voulait qu'on nous inculquait Christ dans nos vies. Elle voulait qu'on comprenne que sans Jésus, on n'est rien. Et pour moi, c'est le meilleur souvenir que je gardais. Le mauvais souvenir que vous gardez de votre enfance, de votre jeunesse? Bon, je ne peux pas appeler ça mauvais souvenir. Je peux peut-être dire, c'était un peu comme ce changement-là. Je ne peux pas dire un mauvais souvenir, mais je peux dire que ça nous a quand même perturbés. Oui, l'élément perturbateur, en fait. C'est ce changement-là de quitter enfant de cadre à enfant de pasteur. Parce que papa, comme je dis, il était à la Gécamine. Ensuite, à la SNEL, on vivait bien. Et puis, du jour au lendemain, maman emmène un message du combat spirituel. Et vous savez, le combat spirituel, on cible le diable. Hein. Elle parlait plus les tactiques du diable, comment est-ce que le diable attaque les familles, comment est-ce que le diable attaque les familles pour séparer les stratégies sur le combat spirituel. Alors, c'était un peu comme un nouveau langage. Et puis, du jour au lendemain, papa démissionne. Et puis, du jour au lendemain, il y avait du monde qui venait à la maison. Parce qu'avant, on vivait papa, maman, les enfants. Bon, c'est vrai qu'il y avait la famille élargie qui venait, les tantes, les oncles, mais ce n'était pas à l'allure où, quand l'église est venue, où tout le monde devait venir à la maison. Vous n'étiez pas préparé, en fait, à recevoir autant de monde. Autant de monde. Donc, c'était un peu comme je peux dire ça nous a quand même perturbés. Surtout nous qui étions très jeunes, hein, ça nous a quand même perturbés. Je peux dire, c'était l'élément perturbateur. Je ne veux pas appeler ça mauvais souvenir, mais je veux dire cet élément perturbateur, cette transition-là de quitter enfant de cadre à enfant de pasteur. Et aujourd'hui, vous êtes entrepreneur. D'abord, quelle lecture faites-vous de l'entrepreneuriat ici en RDC? Vous savez, c'est comme je disais tout à l'heure. En fait, les femmes congolaises, entre-temps, étaient déjà des femmes qui entreprenaient. Mais c'était pour survivre, en fait, parce que notre pays est passé par une période de crise. La crise économique, les pillages. Alors, comme il n'y avait pas d'emploi, les femmes se sont lancées à pouvoir vendre Pondou, Matembele. Elles le faisaient, c'était pour nourrir les familles. Elles ne le faisaient pas formellement. Voilà, c'était dans l'informel, parce qu'elles le faisaient pour survivre. Mais, vous voyez, après, ça a pris de l'allure, et puis, à un moment, il y a eu ce boom-là de l'entrepreneuriat féminin. En fait, l'entrepreneuriat, c'est juste pour formaliser ce que nos mamans faisaient déjà. Okay. C'est juste pour formaliser. Parce qu'elles le faisaient, c'était pour survivre. Mais non, on a bien compris qu'il y a de l'opportunité dans ce qu'elles faisaient. Parce qu'aujourd'hui, si tu vas par exemple en Afrique du Sud, ou tu vas à l'est du pays, au Kenya, ou tu vas en Europe, ou au Maghreb, là-bas, ce sont les agriculteurs. Je peux donner un exemple, par exemple, des agriculteurs. Ce sont des grandes compagnies, ce sont des sociétés. Il y a toute cette chaîne de valeur-là. Oui, des plantations à la transformation. Voilà. Tu vas voir, ils vendent, si je peux parler des cultures. Il y a les matembele, il y a les tomates, il y a les oignons, il y a tout ça. Mais tellement que c'est bien formalisé, et c'est une société qui le fait, toute cette chaîne-là, c'est bien organisé et tout le monde se retrouve. Alors, il y a l'opportunité dans tout ce que nos mamans faisaient. En vendant les pondous, il y a l'opportunité. En vendant du manioc, il y a l'opportunité. En vendant les arachides, il y a l'opportunité. L'entrepreneuriat t'ouvre les yeux en te disant, ce que tu fais là, si tu le formalises, tu vas rentabiliser et tu le feras bien. Non seulement pour toi, mais tu vas aussi créer de l'emploi. Parce qu'en créant une société, tu devras engager des gens. Donc, en fait, ça, l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est juste une manière de formaliser ce que nos mamans faisaient déjà. Est-ce que les femmes de chez nous comprennent cela? Oui, je pense qu'à l'heure-ci, beaucoup de femmes comprennent ça. Parce qu'il y a eu beaucoup de conférences, beaucoup d'ateliers. Je pense que beaucoup de femmes maintenant ont compris et elles veulent maintenant saisir l'opportunité dans tout ce qu'elles faisaient déjà. Et pour saisir l'opportunité, c'est comme j'ai dit, il faut formaliser les choses, il faut être structuré, il faut bien organiser, il faut avoir des formations, acquérir des renforcements de capacités. Ça te donnera la possibilité de t'épanouir et de faire fleurir ta société. J'aimerais savoir, en fait, les débuts, encore les déclics. Ce qui a fait que Ketia Olangi se lance dans l'entrepreneuriat. La chose qui m'a ouvert les yeux, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai fait mes études en Afrique du Sud. J'étais dans le milieu anglophone. J'ai vu quelque chose dans le milieu anglophone. Ils sont entrepreneurs très jeunes. Pourquoi? Parce que déjà, dès la maternelle, ils sont déjà préparés. Oui, ils sont préparés à être leaders. Ma fille a 9 ans. Comme elle étudie dans une école anglophone, déjà, on leur fait faire des activités. Tu sens que ma fille, elle a une certaine intelligence que moi, je n'avais pas quand j'avais cet âge-là.
Elle est sur son ordinateur. Maman, I'm doing my work. Maman, je fais mon travail. Maman, je suis en train de faire un projet. Elle te parle, c'est comme si quelqu'un qui est déjà adulte. Qui est déjà en train de voilà, faire ce qu'elle est en train de dire. En fait, et puis elle sait ce qu'elle veut. Quand tu poses à Elisabeth, tu veux être qui, elle te dit. Pourquoi? Parce qu'elle est préparée. Et ça, c'est le monde anglophone. Le monde anglophone prépare leur élite dès le bas âge. Ce n'est pas nous. Comme chez la francophonie, c'est quand tu arrives à l'université que tu commences à savoir qu'est-ce que je vais faire. Non. Le monde anglophone te prépare dès la maternelle. Et non seulement ça, à l'université, il s'est dit après, je vais introduire une lettre de demande d'emploi. Oui, chez nous, c'est aller chercher de l'emploi. Voilà. On n'est pas préparé à créer. À devenir Entrepreneur. Et non seulement nous-mêmes, on n'est pas préparé à être entrepreneur, mais même le climat dans la francophonie ne nous permet pas à viser loin. Parce que déjà, il n'y a même pas des banques congolaises. Dans d'autres pays, il y a des banques pour les entrepreneurs. Il y a des banques agricoles. C'est-à-dire, quand quelqu'un finit et qu'il a un bon projet, le gouvernement peut l'accompagner. Il y a des plateformes qui accompagnent les entrepreneurs anglophones. Mais dans la francophonie, surtout chez nous en République démocratique du Congo, il n'y a pas de plateformes pour nous soutenir, pour structurer, pour aider, pour accompagner les entrepreneurs. Donc, ce qui fait que quand quelqu'un finit, même s'il a des idées, il ne sait pas comment s'en sortir, il ne sait pas où trouver les financements. Par où commencer. Voilà. Donc, moi, maintenant, quand j'ai fini là-bas, en Afrique du Sud, j'ai remarqué, j'ai dit, mais on parle que des anglophones. Sur la plateforme internationale, on parle que des jeunes femmes entrepreneurs anglophones. On parle que dans le cinéma, les Nigérians, les Ghanéens. On parle que des Sud-Africains. Mais où est la francophonie? Où sont les femmes congolaises? Alors, je me suis dit, non, je ne resterai pas comme ça. Je vais rentrer chez moi au pays. Je vais créer une plateforme, je vais créer une structure qui va réunir les femmes et qui fera parler de la femme congolaise dans l'entrepreneuriat. Et c'est la structure NEMA? La structure NEMA, voilà. C'est depuis combien de temps déjà? Je l'ai créée depuis 2012, mais les activités, je l'ai vraiment commencé en 2016. Et quelles sont les activités déjà organisées au sein de votre structure? Alors, quand j'ai commencé, j'ai d'abord commencé avec des formations. Ici, toujours à Kinshasa? Oui, à Kinshasa. Okay. J'ai commencé avec des formations parce que dans ma structure, il y a le volet femmes, entrepreneurs. Et quand je parle de femme entrepreneur, ce n'est pas seulement la femme qui vit à Gombe ou qui vit, je ne sais pas, dans un quartier IP. Quand je parle d'entrepreneur, c'est toutes les femmes. Qu'elles soient des Kissensu, les coins reculés de la ville, qu'elles soient dans le milieu rural. C'est toutes ces femmes-là que nous voulons former à être des femmes au top. Alors, nous avons aussi l'angle où nous nous occupons des enfants, c'est-à-dire l'éducation des enfants. Parce que je me dis aussi, l'enfant, l'éducation, c'est un enfant qui n'est pas éduqué. Nous sommes en train de bâtir une nation de bourriques, hein, si je peux dire. Vide. Oui, voilà. Alors, il faudrait qu'on mette vraiment de l'importance sur l'éducation des enfants. C'est pour ça que je m'occupe et de la femme et des enfants. Alors, j'ai commencé par des formations sur terrain. Et après les formations, j'ai commencé à octroyer des microcrédits aux femmes. Mais après, je me suis dit, ce que je fais, tout le monde le fait. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre avec moi, vous financez ces femmes-là, vous leur donnez des microcrédits. Après quelques mois, elles reviennent vers toi. Maman, Ketia, alors, j'ai compris qu'il y a un sérieux problème de formation, de renforcement de capacités. Alors, je me suis dit, au lieu de donner des microcrédits à ces femmes-là, pourquoi ne pas travailler avec la force du nombre? C'est-à-dire, créons des grandes entreprises, engageons ces femmes-là comme nos ouvrières. Quand elle est dans le milieu du travail, au fur et à mesure, tu vois, elle va acquérir des connaissances et elle va se former et ensuite, et puis là, maintenant, elle pourra se prendre en charge au cas où elle veut devenir entrepreneur. Et aussi former les autres. Oui, former aussi les autres. Donc, mais au moins, ma vision, c'est de nous mettre ensemble, faire des grandes choses ensemble, créer des sociétés, des grandes entreprises et engager nos mamans-là comme nos ouvrières, et en même temps, elles ont des formations et en même temps, elles sont en train d'exceller. Donc, c'est comme ça que, en 2019, j'avais décidé d'organiser, j'ai initié le Forum panafricain de femmes entrepreneurs. Une femme, une idée, un projet. J'avais lancé ça ici à Kinshasa en 2019. J'avais invité quelques femmes d'autres pays africains et aussi des femmes entrepreneurs congolaises. La deuxième édition, c'est tenue à Bukavu. C'était en 2020, juste avant le confinement. Et la troisième édition, c'était à Lubumbashi l'année passée. Alors, en fait, Lubumbashi, c'était vraiment le grand déclic. Lubumbashi, c'était vraiment... en fait, la grande porte m'est ouverte à partir de Lubumbashi. Parce qu'après la troisième édition, le thème, c'était la femme entrepreneur dans le secteur agricole et minier. Et on nous a montré des opportunités dans l'agriculture, mais pas l'agriculture de survie, pas l'agriculture où je veux cultiver pour... Non, non, non. Nous avons 80 millions de terres arables au Congo. Il y a l'opportunité. Non exploitée. Non exploitée. Nos mamans maraîchères, elles vendent, mais elles vendent individuellement. Mais si on peut mettre toutes ces femmes-là ensemble,
Si nous développons ces femmes, nous allons produire à grande échelle, nous allons transformer pour pouvoir aussi exporter. Et là, on comprend que le gouvernement a aussi sa part de responsabilité, Madame Molangui. Oui, voilà, le gouvernement a sa part de responsabilité, mais le gouvernement travaillera avec qui? Ok. C'est ça le problème. Parce que le gouvernement travaille avec le secteur privé. Le gouvernement peut avoir des idées, le gouvernement peut avoir des financements, le gouvernement peut avoir des garanties pour accompagner les entrepreneurs. Mais quel est ce genre d'entrepreneur? Est-ce que c'est cette femme-là qui n'est pas formée? Je t'ai parlé des femmes que moi j'ai donné des microcrédits. J'ai octroyé des microcrédits, mais elles ne pouvaient pas se prendre parce qu'elles n'ont pas l'éducation financière. La base. Voilà. Le gouvernement va accompagner des femmes qui ont cette éducation financière, des femmes qui sont structurées. Conscientes aussi. Voilà, conscientes. Et on s'est dit, nous allons créer des entreprises. Mais nous allons d'abord commencer par la base, l'alimentation. Sortir notre pays de la dépendance alimentaire. Créons une entreprise agroalimentaire. Et nous avons lancé le projet Toulim et Pamoja. C'est un projet qui va de pair avec la vision du chef de l'État sur les 145 territoires. Parce qu'en même temps, on s'est dit, on développe les grandes villes, mais est-ce que les territoires sont développés? Tant que nous serons focalisés sur les grandes villes, nous aurons cet exode rural et nous aurons toujours des problèmes. Commençons par développer les territoires, les villages. Parce que si nous outillons les villageois, les habitants des villages, voilà, si nous les outillons, nous développons l'agriculture là-bas, eux, ils vont, et en même temps, nous installons les usines de transformation dans les territoires. Je ne parle pas de qui, je parle des territoires. Nous installons les usines de transformation dans les territoires. Alors, ils seront approvisionnés par les produits venant des villages. Ils seront transformés dans les territoires et les territoires vont approvisionner les grandes villes. Donc, en même temps, vous voyez, les habitants des villages, ils seront outillés, ils auront des moyens, des revenus. Et en même temps, ils vont vendre leurs produits aux usines de transformation. Nous créons de l'emploi dans les territoires. Okay. Et en même temps, ces territoires vont approvisionner les grandes villes où nous achetons les produits. Et en même temps, nous créons une activité économique dans les territoires. Donc, si on va dans ce sens-là, surtout dans le secteur agricole, nous allons développer rapidement notre pays. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, on va lancer le projet à Mokambo et à Songololo, qui sont des territoires. C'était en mars 2021, nous avons initié le projet et au mois d'octobre, nous avons déjà pu produire la première production de la farine de manioc au niveau de Songololo. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons mis les agriculteurs en coopérative, nous les avons outillés et ils ont produit, nous avons racheté leur production et nous avons transformé à Songololo. Et Songololo approvisionne les grandes villes telles que Matadi, Kinshasa et d'autres. Comme nous sommes en train de réussir là-bas, nous allons maintenant entamer la deuxième phase au niveau de Mokambo et ainsi de suite dans tous les territoires. Et depuis la création de votre structure NEIMA et votre vision sur l'entrepreneuriat, vous pensez que les choses ont évolué? J'ai beaucoup évolué. Okay. Et moi-même, des fois, quand je me regarde, je me pose la question, est-ce que c'est vraiment moi qui contribue au développement social et économique de mon pays? Je me pose des questions. Parce que j'ai commencé, en fait, je ne savais même pas là où j'allais. Hein. Je me suis dit, j'ai une vision pour mon pays. J'ai une vision... pardon? Vous êtes lancé dans le vide. En fait, je me suis lancé, pas dans le vide, mais j'avais une vision globale de ce que je voulais voir de la femme congolaise. Parce que mon souci, c'était, je veux voir la femme congolaise épanouie, je veux voir la femme congolaise représentée valablement sur la plateforme internationale. C'était ça ma vision. Mais je ne savais maintenant pas par où m'orienter. J'avais une vision globale. Alors, j'ai eu à faire des formations, j'ai eu à avoir des conseils des coachs, des mentors. Et quand j'ai parlé de ma vision, ils m'ont orienté là où je devais aller. Et c'est comme ça que j'arrive maintenant à réaliser. Parce que vous savez, des gens, tu peux avoir une vision, mais si tu n'es pas formé, si tu n'as pas les bonnes personnes, tu vas trébucher et tu ne pourras pas accomplir cette vision-là. Mais moi, aujourd'hui, petit à petit, j'arrive à réaliser des choses. Nous sommes en train de produire la farine de manioc qui est vendue sur Kinshasa, qui est vendue sur Matadi. Là, nous avons lancé la farine de maïs et ainsi de suite. Je suis très contente et je suis fière de ce que je suis en train de faire. Et ça se voit. Ketia Olangi dans la politique. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, en même temps, quand vous êtes opérateur économique, même si je suis leader, vous êtes leader d'opinion dans la religion, il y a encore des choses qui se passent en politique qui nous bloquent. Parce que s'il faut voter des lois par rapport, par exemple, au climat des affaires, si les climats des affaires ne sont pas bons, nous n'aurons pas les investisseurs. Et même nous, les entrepreneurs locaux, on ne va pas se retrouver. Parce que des fois, on a envie de l'accompagnement du gouvernement, mais parce qu'il y a trop de taxes.
Parce qu'il y a trop de dérangements au niveau des gouvernements, des gouvernements provinciaux et tout, et tout. Des fois, ça nous bloque, on n'arrive pas à avancer. Et moi, je me dis, en allant en politique, c'est aussi emmener ma contribution par rapport aux lois. Comment est-ce qu'on peut voter des lois qui encouragent, qui accompagnent, qui favorisent les entrepreneurs. Et non seulement les entrepreneurs, même les femmes. Parce qu'on ne peut pas seulement voter des lois qui favorisent le gouvernement. Non. Il faut voter des lois qui favorisent aussi la population. Et quand je parle de la population, c'est plus dans les secteurs, dans les domaines économiques, dans l'économie. Nous devons avoir des investisseurs, nous devons avoir des entrepreneurs. Mais est-ce que le climat des affaires au Congo, elle est bonne? Est-ce que ce climat est bon? Donc, les gens ne se sentent pas à l'aise de venir investir. Et même nous, en tant qu'entrepreneurs, on sent ça aussi. Mais s'il y a des lois qui sont en notre faveur, les gens seront... Alors, je pense qu'il faut qu'il y ait des gens comme nous, des femmes qui ont des visions, des femmes qui savent là où elles veulent partir, aussi là-bas en politique. Comme ça, au moins, il y aura cet équilibre là-bas. Sinon, on va tout laisser aux autres et on va toujours subir. Vous vous sentez prête? Très prête. Très prête. Voilà, je suis très prête. Parce qu'il existe aussi beaucoup de femmes en politique. Hein? Alors, quelle serait votre particularité? Ma particularité, ce serait vraiment, c'est comme j'ai dit, je veux plus me focaliser sur l'entrepreneuriat. Parce que, vous savez, on oublie, même la politique, là, la politique, c'est l'art de gérer, non? Mais on gère quoi et on gère qui? C'est ça la grande question à se poser. On gère quoi, on gère qui? On va rester dans des bureaux, en train de signer des lois, en train de signer des décrets. Mais en faveur de qui et en faveur de quoi? Vous savez, quand vous allez en politique, il faut avoir une vision claire. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez impacter quel secteur? Tu ne veux pas aller généraliser toutes choses. Quand tu vas en politique, tu veux impacter qui? Tu veux impacter quoi? Qu'est-ce que tu vas amener comme changement dans un secteur? Parce que tu ne peux pas être partout. Tu ne peux pas te dire, je vais aller là-bas pour changer tous les Congos. Impossible. Tu ne peux pas changer tous les Congos. Tu vas te dire, je vais en politique parce que je vais, par exemple, voter des lois en faveur des femmes. Je vais aller en politique, par exemple, je vais encourager l'entrepreneuriat. Je vais aller en politique pour amener une réforme dans le secteur agricole. Et moi, je sais là où je vais. Je ne vais pas aller m'éparpiller. Moi, je ne peux pas changer tout le Congo. Non. J'ai une vision par rapport à deux choses et c'est là où je me dirige. C'est l'entrepreneuriat et le secteur agricole. Aujourd'hui, la RDC, 62 ans après l'indépendance, est-ce qu'il y a évolution? En tout cas, dans la conscience et dans... Je peux dire que dans la conscience des Congolais, il y a quand même une évolution. Bien que concrètement, comme ça, il y a encore la pauvreté, il y a encore des gens qui souffrent. Je pense que la conscience... Parce qu'à un moment donné, vous savez, tellement qu'il y avait la souffrance, les Congolais commençaient même à régner leur pays. Surtout au temps du Zaïre, hein, quand on disait je suis zaïrois, il y avait même des gens qui disaient non, je ne suis pas zaïrois. Il y a des gens qui disaient je suis parti là, je ne reviendrai plus jamais. Mais depuis un certain temps, nous voyons la diaspora revenir. Voilà. Donc, ça c'est déjà... C'est un commencement. C'est quelque chose, c'est le début de quelque chose. Parce que même Israël a été reconstruit par la diaspora. Donc, le fait de voir les Congolais qui avaient décidé de partir pour demain, revenir, on sent que les gens aspirent au changement. Ça, c'est déjà la conscience, en fait, la révolte. C'est déjà le début de quelque chose. Et je pense que quand on voit déjà cet exode encore, où la diaspora revient, ou même nous-mêmes, les entrepreneurs locaux, nous qui étions restés ici au pays, faire ce que nous sommes en train de faire. Parce que je ne suis pas la seule. Il y en a beaucoup qui le font aussi, dans différents secteurs. Je pense que cette prise de conscience, c'est déjà le commencement d'un changement. C'est le début d'un changement. Vous êtes fière de la femme que vous êtes devenue aujourd'hui? Oui, je suis très fière parce que je vais avouer que quand maman était décédée, ça m'avait vraiment beaucoup affectée. Parce qu'elle était une référence pour moi et elle m'a beaucoup aidée. Elle m'aidait beaucoup. Et quand elle est partie, moi je peux dire que c'était vraiment c'était brusque, hein, son départ. Vraiment très inattendu. Je ne m'étais pas préparée à ça, en fait. Je ne m'étais pas préparée à vivre maintenant là sans maman Olangi. Parce que je me disais, elle allait être là jusqu'à 80 ans, jusqu'à 100 ans, donc on est encore là avec elle. Je n'étais pas préparée à la voir partir brusquement. Alors, ça avait créé comme, je peux dire, j'ai passé un moment de dépression aussi. Oui, j'ai passé un moment de dépression et je me disais, comment j'allais faire? J'allais commencer par où? Mais heureusement, c'est comme j'ai dit, elle nous avait inculqué Jésus-Christ et elle nous a aussi inculqué le travail.
C'était une femme forte et elle travaillait nuit et jour. Elle ne se reposait pas. Elle nous a appris à travailler. Alors, je me suis accrochée à ça. Je me suis accrochée à ce Jésus-Christ qui m'avait laissé. Je me suis accrochée au travail. Et je me suis dit, je ne mourrai pas une Ketia Olangi ordinaire. Impossible. Je dois faire quelque chose pour mon pays. Marquer des empreintes. Je dois marquer. Je dois laisser un legacy, comme les anglophones disent. Que même si aujourd'hui, à 80 ans, à 100 ans, si je repars voir mon père au ciel, qu'on parle de Ketia Olangi. Non pas parce qu'elle est la fille d'Olangi, mais qu'on parle parce qu'elle a impacté la société congolaise. Et elle a contribué à l'économie et au développement social de son pays. Et comment, pour terminer, comment vous définissez le succès et la réussite? Le succès et la réussite, ce n'est pas le fait d'avoir des maisons ou des voitures. Moi, j'ai toujours dit, vous savez, la richesse, ce n'est pas ce que nous voyons. Ça, c'est une illusion. Les maisons, les voitures. Moi, des fois, je me pose la question, comment une personne peut avoir 10 maisons? Tu vois qu'avec 10 maisons? Mais ça fait partie de ses biens. Oui, c'est des biens, mais après, tu vas mourir. Non. Et quand tu vas mourir, tu vas laisser aux enfants, et les enfants vont vendre. Laisse une idée. Laisse une valeur. Laisse un héritage. Un héritage, comment je peux dire si je peux appeler ça virtuel, oui. Laisse quelque chose qui va rester tourné. C'est une idéologie, c'est une valeur. Aujourd'hui, quand on parle de Lumumba, on voit l'indépendance. Quand on parle du feu Papa Tshisekedi, on voit la démocratie. On voit l'intégrité. On ne nous a pas montré des millions de maisons qu'il a laissées. Non. On nous a montré un Papa Tshisekedi qui nous a laissé la démocratie et l'intégrité. Quand on voit Laurent Désiré Kabila, c'est un homme qui disait « Prenez-vous en charge ». Moi, c'est ce que j'ai retenu de lui. Quand il est mort, j'ai pleuré comme si c'était mon père. Parce que j'ai vu en lui l'espoir, un espoir qui est en train de régner dans notre pays. Il nous disait « Prenez-vous en charge ». Ne trahis pas le Congo. C'est de ça qu'il faut penser en tant que parent. Les maisons, c'est bien. Les voitures, c'est bien. Tu auras 10 voitures, 20 voitures, oui, et après? Qu'est-ce que tu laisses comme idéologie? Qu'est-ce que tu laisses comme ton concept, c'est quoi? Aujourd'hui, quand on voit Maman Olangi, les gens pensent que ce sont des maisons. Non, maman ne nous a pas laissé des maisons. Elle nous a laissé l'idéologie. C'est le travail et le combat spirituel. Et le combat, elle est partie, le combat spirituel est là. Le combat spirituel continue à tourner. C'est ça son legacy. Ce n'est pas les matériels. Le legacy, c'est ce que tu laisses, la valeur que tu laisses à tes enfants. Et c'est ça qui leur donnera la force. Alors moi, je pense que la chose qu'il faut penser à faire avant de quitter ce monde, c'est de laisser ta valeur, ton idéologie, le travail. Et c'est ça qui compte. Et je peux dire les œuvres, en fait. Ce sont tes œuvres qui te suivront chez ton Père, qui est Dieu, Jésus-Christ. Merci. Merci beaucoup.